Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de finances comportementales. Nous allons aborder le sujet avec Marilyn Bardagy, qui travaille pour la compagnie Fidélité. Fidélité Investissement, c'est une grande firme de gestion de portefeuille, une des plus grandes firmes à travers la planète. Ils ont des bureaux au Canada, et Marilyn va nous parler en direct du centre-ville de Montréal. Bonjour Marilyn, bienvenue à cette capsule financière. Bonjour Sylvain, merci pour l'invitation aujourd'hui. Marilyn, finances comportementales, qu'est-ce que ça veut dire? Très bonne question, Sylvain. En fait, la finance comportementale, c'est une théorie financière qui refute la théorie traditionnelle de la finance. On apprend en finance, en fait, que la plupart des gens sont des gens qui sont rationnels et donc que les marchés sont toujours efficients. La finance comportementale, c'est aussi simple que de dire qu'on est des individus émotionnels et que nos émotions teintent nos décisions et ça se reflète dans le prix des actions. On a déjà entendu que souvent, les gens tendent à surréagir autant aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises nouvelles. Bien, ça, en fait, c'est une théorie justement de la finance comportementale. Parce que quand on parle de finance comportementale, on parle de biais. Biais dans le sens biaisé, là. Oui, absolument. Ben, en fait, il y a deux types de biais. Donc, il y a les biais cognitifs, qui sont des biais liés à la façon dont le cerveau traite l'information. C'est typiquement des erreurs de pensée. Et il y a les biais émotionnels qui sont liés à nos sentiments, donc par exemple la peur, l'excitation, etc. Puis on peut donner quelques exemples. Puis je serais même curieuse de savoir, Sylvain, si tu te retrouves un peu avec certains de tes clients, que tu retrouves ou tu sens que certains biais sont plus répétitifs ou plus familiers que d'autres. En fait, il y a une expérience qui se fait dans le placement, puis il y a une phase d'apprentissage, puis je vous dirais, d'un client à l'autre, c'est drôle comment on voit que les scénarios se répètent, puis souvent les billets, on les revoit parce qu'on les a lus, on les a un petit peu étudiés, on les comprend, puis la réponse est oui d'une personne à l'autre. Absolument. Puis si tu veux, on peut commencer par revoir quelques exemples de biais cognitifs, puis après ça, on peut passer aux biais émotionnels. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Parfait. Bon, pour parler de quelques biais cognitifs, un qui est quand même assez populaire, c'est l'ancrage mental. L'ancrage mental, c'est vraiment le fait de rester fixé sur une information, une valeur du passé pour juger de la valeur d'un bien aujourd'hui. Puis je te donne un exemple. Suppose qu'une personne se magasine un véhicule. Pour deux véhicules de valeur équivalente, on va dire à 50 000 les chances sont qu'on va préférer le véhicule qui est listé à 60 000 en rabais à 50 000 que celui qui est listé à 50 000 parce que l'ancrage fait en sorte qu'on va associer, bien, la valeur est 60 000, mais moi, je paye 50 000. Donc, j'ai un rabais, j'ai une belle aubaine. Puis souvent, ce que les conseillers vont me dire, c'est si un investisseur, par exemple, a commencé à placer avec toi, il a placé 100 000, son placement, il a monté à 150 et là, il a rebaissé parce qu'on a un peu de turbulence sur les marchés, puis il a rebaissé de 150 à 130. Donc, bien, le client va t'appeler en disant « je perds de l'argent ». Ça, c'en est un que j'entends énormément, puis ça, c'est l'ancrage mental. Il y en a d'autres aussi, typiquement le biais de confirmation, par exemple. Ça, c'est le fait de rechercher les informations qui vont confirmer notre hypothèse et écarter ou ignorer l'information qui la refute. Fait qu'imagine que toi, mettons Sylvain, tu veux investir dans une compagnie, puis tu es convaincu que cette compagnie-là va bien faire, mais que tu vas ignorer, par exemple, toute l'information qui contredit ou qui peut suggérer que le prix de l'action peut baisser, par exemple. Donc, c'est sûr que si tu regardes juste l'information qui confirme ce que tu penses, bien, tu ne vas pas vraiment faire une décision qui est éclairée. Et ignorer ou bien mettre plus de poids aux bonnes nouvelles que de poids aux mauvaises nouvelles, puis on le fait inconsciemment. Exactement. Il y en a d'autres qui sont intéressants. Je te dirais encore dans les biais cognitifs, le biais de présentation. Par exemple, si tu veux parler avec un de tes clients puis lui proposer un investissement, si par exemple tu approches un investissement en lui disant « Regarde, ce fonds-là, il y a 90 % de chances de faire un gain », ou tu lui présentes de l'autre façon en disant « Tu as 10 % de chances de faire une perte », si tu l'approches de la façon de montrer le gain potentiel, tu as plus de chances que ton client soit intéressé que l'inverse. Donc ça, c'est le biais de présentation. Un autre qui va être familier, ça va être le biais de disponibilité ou le biais de familiarité. C'est le fait de se faire une idée basée sur l'information qui est facilement accessible.
On aime investir dans ce qui est familier. Fait que c'est pour ça qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui détiennent, par exemple, du Couche-Tard, du Bell, du Métro. Puis à l'inverse, un investisseur européen va avoir plus de chances de détenir, par exemple, du Nestlé ou du Couche-Tard. On investit dans les compagnies qui nous sont proches, ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand on entend plus souvent parler de récession, on tend à avoir beaucoup plus peur et à penser que la récession est plus probable. Alors qu'en réalité, le fait qu'on parle plus de quelque chose dans les nouvelles n'accélère pas ou n'augmente pas nécessairement les probabilités que cet événement-là se produise. Donc, je suis sûre que quand tu vois, par exemple, qu'il y a plus de nouvelles négatives à la télévision, tes clients t'appellent plus en panique puis sont plus enclins à changer leur portefeuille. En début d'année 2024-2025, les clients parlent de Donald Trump et puis parce que les médias lancent énormément d'informations sur ce sujet. Exactement. Puis ça, c'est une réalité aussi qui est partagée de notre côté, tout à fait. Puis peut-être que je peux t'en nommer un dernier, la comptabilité mentale. La comptabilité mentale, en fait, c'est le fait d'avoir différents objectifs d'investissement pour des épargnes qui proviennent de différentes sources. Fait que c'est comme d'avoir des compartiments mentaux. Puis je te donne un exemple. Si tu as un de tes investisseurs, par exemple, qui vient te voir et qui veut investir l'argent pour lequel il a durement travaillé, les chances sont qu'il va vouloir prendre beaucoup moins de risques que, par exemple, de l'argent qui vient d'un héritage. S'il a gagné de l'argent à la loterie ou il a reçu un héritage, vu qu'il n'a pas travaillé nécessairement aussi durement pour cet argent-là, il va se permettre de prendre plus de risques. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis quand on parle de compartiment, les gens vont parler d'un compte voyage, d'un compte pour éventuellement changer la voiture, d'un compte ci, d'un compte ça, ou des placements, on a le revenu fixe d'un bord, on a les actions de l'autre bord. Fait qu'il n'y a pas de vision globale de toutes leurs finances. On le voit, oui. Exactement. Puis ça c'était, je pense, les exemples que j'avais pour les biais cognitifs. Si tu veux, on peut passer à des exemples de biais émotionnels. Puis je serais curieuse aussi de te faire participer avec un petit quiz à la fin pour voir si tu es plus biaisé finance comportementale ou pas. Mais un des biais, par exemple, émotionnels aussi, c'est l'excès de confiance. Donc, souvent, les gens vont avoir tendance à surestimer leurs habiletés, croire qu'ils ont plus d'informations ou de connaissances que leur contrepartie. Et ça pousse les gens parfois à prendre plus de risques. Et quand on prend plus de risques, on peut finir, par exemple, par être plus concentré dans ses portefeuilles. Et souvent, on le réalise juste quand les marchés vont d'autre bord et qu'il y a une baisse importante. Puis là, c'est là qu'on réalise qu'on avait un excès de confiance. On le voit, Marilyn, là, des gens qu'on leur demande, ils ont eu un bon coup, là, puis là, ils ont pris de la confiance, je suis bon, je viens de faire de l'argent, mais si on leur dit, parlez-moi 2, 3, puis même 5 minutes sur un titre, ils sont incapables. Alors... Exactement. Puis souvent, c'est soit parce qu'ils ont lu, puis ça, je suis sûre que tu le vois souvent, mais tu viens de lire un article dans le journal, tu viens d'écouter un podcast, puis tu as tellement la confiance que parce que tu as écouté ou tu as lu cette information-là, tu en sais plus qu'une autre personne. Donc, c'est vraiment un biais auquel il faut faire attention. Un autre qui est très commun, puis ça, tu vas me le dire, je suis sûre que tu vois de tes clients qui te parlent, par exemple, du Bitcoin ou des techs, mais l'effet de troupeau. L'effet de troupeau, un exemple non lié à la finance, souvent quand on veut aller manger dans un restaurant qui est vide versus un restaurant qui est plein, lequel, selon toi, basé sur juste cette information-là, est meilleur que l'autre? Les gens vont dire il est apprécié, on va y aller, puis ils n'iront pas dans celui qui est vide parce qu'ils vont aller dans celui qui est plein. Voilà. C'est ça. Oui. C'est ça c'est l'effet de troupeau. Puis c'est la même chose en finance. Tout le monde achète un titre, tout le monde achète une classe d'actifs. Tout le monde parle de Bitcoin parce que l'année passée, les Bitcoins ont fait en haut de 100% de rendement. Ils vont être tentés d'en acheter, c'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc, on ne veut pas manquer le bateau, mais il faut faire attention parce que souvent, c'est ce qui crée les bulles, comme on a vu là, la bulle tech des années 2000, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça. Il y en a eu plein de bulles dans l'histoire, plein d'effets comportementaux comme ça, là, que les gens ont embarqué tout dans l'or à un certain moment. Les gens ont embarqué les histoires de tulipes qui datent de bien des années que ça avait été la même chose. Oui, on revoit ces scénarios-là sur... Là, en ce moment, on est un petit peu dans à certains égards au niveau des technologies. Absolument, définitivement. Bitcoin, technologie, surtout les 7 magnifiques dont on parle un peu partout là, dans les nouvelles. Peut-être un dernier, Sylvain, que je nommerai, et c'est là que je te dis je vais te faire participer, mais c'est l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, c'est le fait qu'on attache beaucoup plus d'importance à une perte d'un montant donné qu'à un gain d'un montant équivalent. Puis je te donne un exemple, OK? Je vais te proposer le choix de 2 loteries.
OK? Puis tu me dis qu'est-ce que tu choisis. Je te propose une perte assurée de 1 000 $, ça c'est la première loterie, ou la deuxième, une probabilité de 80 de perdre 1 500 et 20 de rien perdre. Fait que je répète, tu peux perdre 1 000 $ assurés ou perdre 1 500 $ avec une probabilité de 80 mais tu as 20 de chance de ne rien perdre. Laquelle tu choisis? Bien, les gens vont aller vers la perte la moins grande possible. Là. Qui est? Ça serait, eux autres, ils vont identifier qu'ils sont sûrs de perdre 1 000 $, mais ils ne peuvent pas perdre 1 500. Là. Me trompes-tu? Bien, effectivement, la finance traditionnelle dirait que c'est mieux de prendre la perte assurée de 1 000 $. Parce que dans ton deuxième cas, l'espérance de perte est de 1 200 $. 80 fois 1 500 plus 20 fois 0. Essentiellement, ta perte espérée est de 1 200, donc tu vas prendre ta perte la plus petite, qui est la perte assurée. Mais souvent, puis je l'ai fait, je l'ai testé, les gens vont souvent opter pour la probabilité de perdre 1 500 $. Pourquoi? Parce qu'on prend un risque pour éviter une perte. C'est ça essentiellement la version perte. Bien, effectivement, puis prendre une perte, avec expérience, je peux vous dire que les gens ne veulent pas prendre des pertes. Même si des fois, il faut passer à autre chose, puis on va prendre une perte sur un certain titre pour aller vers un autre parce qu'on pense que les prochaines années vont amener plus de résultats sur notre nouvelle décision. Absolument. Marilyn, pourquoi c'est si important la finance comportementale? Je te dirais, Sylvain, c'est important parce que la gestion des émotions lorsqu'on investit fait en sorte qu'on peut bâtir une richesse beaucoup plus élevée pour la retraite. On le voit, je travaille avec de l'argent, je travaille avec les placements. On voit beaucoup de gens qui rachètent au mauvais moment et ça, c'est vraiment lié à la gestion des émotions. Donc, c'est important de comprendre les biais parce que quand on les comprend et qu'on est mieux préparé, bien, on tend à prendre des meilleures décisions de placement et ça, essentiellement, c'est beaucoup plus avantageux pour être mieux préparé pour la retraite. Marilyn, de mon côté, comme conseiller, quand je vois des clients, ça fait 25 ans que je le vois, là, les gens vont passer des centaines, voire des milliers d'heures à travailler pour accumuler des argents, mais avec quelques décisions, ils pourraient voir disparaître des milliers de dollars à cause de tous les biais comportementaux qu'on a jasés aujourd'hui. Je constate, Marilyn, que, bon, Fidélité, c'est une compagnie qui a des bureaux partout dans le monde. Vous existez depuis longtemps. Vous avez étudié le comportement de millions d'investisseurs. Puis je suis content qu'on partage ces informations avec les gens qui nous regardent. Bien, ça fait plaisir de le partager. Puis j'espère que les gens vont retenir peut-être se reconnaître même à travers les biais qu'on a énumérés, puis peut-être s'ajuster les prochaines fois qu'ils vont sentir qu'il y a peut-être une décision irrationnelle qui s'apprête à faire. Bien, c'est jamais facile soi-même d'identifier ses propres biais, identifier que nous sommes biaisés dans nos décisions. Marilyn, merci pour ta participation. Peut-être parce qu'il y a d'autres billets qu'on aurait pu parler, puis peut-être qu'on t'invitera pour parler de d'autres billets éventuellement. Alors, merci à tous de nous avoir regardés. Au plaisir de vous revoir pour une prochaine capsule financière.